Donc, bonjour à tous ceux que j'ai pas pu saluer pour l'instant et du coup merci à l'équipe d'organisation du colloque d'avoir accepté ma proposition d'intervention. Donc je viens vous parler d'une intervention qui s'intitule Les carrières de performance dans les jeux vidéo en posant la question est-ce que c'est des carrières de sportifs? Donc ce travail est issu, enfin cette intervention est issue d'un travail de mémoire que j'ai réalisé sur 2 ans, à l'ENS de Lyon, en sociologie, donc sous la direction de Camille Martin. Même si aujourd'hui je suis à l'université Sorbonne Paris Nord, tout ce travail a été réalisé sur Lyon. Donc, donc les recherches en sociologie, comme on a expliqué avant, il y a beaucoup de recherches qui sont issues du sport et quand on vient travailler sur un nouveau monde social comme le jeu vidéo ou l'e-sport, il n'y a pas grand-chose sur lesquels on peut s'appuyer. Donc c'est assez naturel d'aller chercher sur les résultats qu'on a sur des institutions qui ressemblent, du moins à première vue. Donc du coup, tout le long de cette intervention, je m'appuie sur des travaux de sociologie du sport qui ont parlé des trajectoires de sportifs et notamment dans la formation des sportifs, que ce soit à l'école de danse grâce aux travaux de la sociologue Sylvia Faure et les apprentis footballeurs grâce aux travaux de Julien Bertrand, donc ceux-ci sociologues. Donc en fait, la plupart des sports en France suivent un peu un modèle et activités sportives qui sont tournées vers la performance, suivent un peu ce modèle de l'école de sport ou l'école de danse qui va ensuite graduellement monter au fil de l'âge de l'individu jusqu'à l'amener dans les institutions d'excellence, de performance et l'amener à devenir se professionnaliser dans une pratique portée vers la performance. Donc en France, c'est comme dans beaucoup de pays, c'est un peu le modèle unique du devenir du sportif où, je veux dire sportif, mais on prendra en compte que ça prend bien aussi la danse, que moi je considère comme un sport, mais voilà. Donc jusque-là, pour la suite, on prend sportif pour tout le monde. Donc la question que j'amène à peser ici, c'est qu'en est-il alors pour les activités qui échappent encore à ces cursus assez institutionnalisés, et notamment la question qui nous intéresse ici, qu'en est-il de l'e-sport? Donc merci à tout le monde qui est passé avant. Je vais pouvoir passer le passage sur le développement de l'e-sport depuis quelques années. Je pense que tout le monde a compris comment ça fonctionne. Moi, je vais juste appuyer sur le fait que, en fait, on voit de plus en plus un monde professionnel de la pratique e-sportive qui se développe, notamment autour des joueurs. Les joueurs signent des contrats, sont encadrés par des équipes professionnelles qui ont selon les structures, ont de plus en plus de rôles, de plus en plus de métiers qui gravitent autour des joueurs. Mais en même temps, on n'a pas l'impression, de ce que j'ai vu, il n'y a pas ou peu d'organismes, encore moins d'institutions, qui vont accompagner l'individu tout au long de sa carrière de joueur de jeux vidéo dans un premier temps, à sa carrière d'e-sportif, à devenir un joueur professionnel, ou du moins en espérance de professionnalisation. Donc la question que je pose un peu sous-jacent à la question des carrières de sportifs, c'est s'il n'y a pas de formalisation dans ces trajectoires de jeunes joueurs de jeux vidéo compétitifs, peut-on alors affirmer qu'il n'existe pas de carrière, au sens sociologique du terme, de jeux vidéo? Donc la carrière sociologique, ça vient pour placer pour les personnes qui ne seraient pas forcément à l'aise, ça vient de la sociologie de la déviance, donc c'est des sociologues qui ont travaillé sur les parcours d'individus qui sont amenés à faire des choses que la norme sociale considère comme déviantes. Donc les plus grands travaux sont faits par Howard Baker sur les fumeurs de marijuana et en France Muriel Darmon sur les carrières d'anorexiques, pour reprendre le titre de son livre. Donc ça explique qu'il y a en fait dans la vie des individus tout un processus d'étapes plus ou moins typiques par lesquelles ils passent pour s'investir et redéfinir l'existence et leur perception de leur identité, de leur existence autour de cette pratique, cette norme qui peut du coup dans la sociologie de la déviance sortir des normes et qui a ensuite été repris comme un concept sociologique pour parler de trajectoire au sens plus large. Donc pour cette intervention, je vous propose donc de passer rapidement sur une présentation de League of Legends et une présentation de mon terrain d'enquête. Ensuite, on va parler, pour avoir une image un peu moins floue et moins statistique, parce que vous allez voir que c'est très statistique, de 2 profils de joueurs de top niveau amateur.
Donc pour les connaissants du parcours du circuit League of Legends, c'est 2 joueurs qui participent à l'Open Tour et qui est enfin, maintenant le Mastercard Nexus Tournament, qui espèrent se professionnaliser. Du moins quand j'ai passé l'enquête, ils espéraient se professionnaliser. Et on va ensuite voir un peu les trajectoires de sportifs et d'e-sportifs et de parler de différences et similitudes entre ces deux trajectoires plus ou moins typiques. Bon, je vais pas revenir sur le schéma, ça va plus vous distraire qu'autre chose. Donc, parce que bon, c'est pour rapidement, c'est le système de classement et la répartition et la distribution des joueurs de League of Legends. Donc c'est un point qui est le point central et un peu discutable de mon enquête, c'est que la performance est évaluée seulement à travers ça. Donc il n'y a pas beaucoup d'indicateurs pour les joueurs amateurs, parce que je travaille avec des joueurs amateurs sur s'ils sont forts ou pas forts. Donc j'ai pris assez bêtement le système de classement du jeu qui développe individuellement. Et pour, en gros, j'ai travaillé avec des joueurs qui se situaient du coup entre le Grandmaster et le Gold. Du coup, les 30% des meilleurs joueurs de League of Legends sur le serveur selon le classement développé au sein du jeu, qui a tous ses défauts bien sûr. Et c'est pas un choix, c'est juste que lorsque je suis allé travailler sur Internet sur la question des jeux en compétition de League of Legends, toute la partie plus foncée n'apparaissait pas sur les sphères du moins publiques, Discord, forum, etc. Donc mon enquête à moi se pose sur plusieurs entretiens, donc 3 entretiens avec 9 joueurs dits compétitifs. Donc j'ai appelé un joueur compétitif, un joueur qui avait une pratique en équipe et cadré pour jouer en équipe. Et la compétition est mise très en guillemets. Ça peut aller de juste des matchs grâce au système de matchmaking du jeu en équipe en 55 ou la recherche de scrim en équipe et la participation à l'Open Tour pour les joueurs les plus performants. Et j'ai aussi du coup travaillé à partir d'un questionnaire de 49 réponses qui a récolté à peu près 574 réponses, auxquelles s'ajoutent des observations de communautés et de structures e-sportives amateurs sur Internet et des observations de sessions de jeu d'équipe. Donc voilà. Donc pour rentrer un peu dans la question statistique, forcément quand on a un questionnaire comme ça avec 174 réponses, on a envie de s'amuser et faire des trucs avec tout ça. Donc moi, mon résultat a été formé à travers une ACN, donc une analyse de correspondance multiple. Donc c'est du chinois, mais en gros ça veut dire c'est une représentation graphique en 2D d'un schéma qui en a plus. J'en ai moi dans mon questionnaire 19, 15 ou 19. 15 ou 19, ouais. Et en gros, ça me permet de tracer un axe selon des variables, un agrégat de variables, et qui permet de positionner les individus sur le graphique et les rapprocher à certains types de pratiques de League of Legends. Car le questionnaire, en fait, a été fait sur les pratiques de League of Legends, et donc ça nous a permis de sortir 4 grandes typologies de joueurs de League of Legends, et que j'ai appelé du coup les casuals, les solitaires, les loisirs et les tryhards. Les joueurs casuals, les joueurs solitaires, les joueurs loisirs et les joueurs tryhards. Donc les joueurs casuals, pour reprendre le jargon jeu vidéo league, c'est les joueurs qui jouent peu, pas souvent, pas dans une recherche de progression et voilà, qui sont souvent un peu dénigrés par les joueurs qui jouent plus parce qu'on considère qu'ils ne savent pas jouer. Ensuite, on a les joueurs solitaires, ceux qui ont des pratiques qui sont parfois similaires aux joueurs tryhard, mais comme ils ne jouent pas en équipe, je les ai plus ou moins exclus de mon analyse parce que l'objectif de League of Legends en compétition, c'est un jeu d'équipe, on ne peut pas y jouer tout seul. Ensuite, on a les joueurs loisirs qui en fait ont des pratiques en équipe, mais comme les équipes loisirs dans le sport, ne sont pas tournées vers la compétition. Et enfin, on a les joueurs tryhard qui sont un peu le vivier de mon enquête des joueurs qui cherchent à se professionnaliser et qui travaillent en compétition. Donc les classes ont été fortement faites par ces deux agrégats de variables qui sont en gris. C'était du coup une pratique en équipe et un intérêt sur la progression. Donc voilà. Donc les deux joueurs dont je vais parler après se situent du coup dans la classe des joueurs tryhard. Donc c'est des joueurs qui ont une forte pratique en équipe, un intérêt pour l'aggravation très développé, c'est-à-dire qu'ils mettent en place beaucoup d'outils de recherche d'apprentissage. Je ne vais pas questionner l'intérêt
si ça fonctionnait vraiment, mais en tout cas, c'est des joueurs qui disent mettre des choses en place dans leur apprentissage, jusqu'à aller faire regarder soi-même leurs replays, noter leurs erreurs, prendre des notes écrites, et jusqu'à faire appel à des coachs individuels pour le coup. Donc les deux joueurs qui m'ont servi un peu pour l'analyse après des deux trajectoires, c'est deux jeunes adultes, Yann et Tsiblick, donc c'est des pseudos anonymisés. Si jamais il y a un Tsiblick et un Yann dans le leader de League of Legends, c'est pas eux. Et donc c'est deux jeunes hommes du coup qui vivent chez leurs parents, qui sont aux études supérieures, qui ont, et on le verra après, une chambre et un ordinateur personnel, qui pratiquent les jeux vidéo depuis la maternelle, qui pratiquent League of Legends depuis le collège, et qui jouent à League of Legends depuis plus de 4 ans chacun. Car premier résultat qui m'a sauté aux yeux sur mes années statistiques, c'est que pour atteindre le niveau en bleu clair, qui est le top 10% des meilleurs joueurs du serveur, il y avait quasiment aucun joueur qui avait joué moins de 4 ans à League of Legends. Donc c'est un premier indicateur qui me laisse entendre que du coup, la carrière de performance sur un jeu comme League of Legends demande un processus sur le temps long. D'où l'intérêt de questionner la pertinence de questionner la notion de carrière. Et tous les deux avaient une ambition de professionnalisation et des outils d'apprentissage très, très développés et qui rappellent des questions de sociologie de l'éducation sur le rapport distancié à ce qu'on fait. Les sociologues de l'éducation vont vous dire que l'école va pousser les élèves à avoir un regard distancié à ce qu'ils font, de pouvoir commenter ce qu'ils font et surtout dans la meilleure manière des choses, de pouvoir le faire à l'écrit. Et du coup, on se retrouve face à nous avec deux joueurs qui mettent en place à l'écrit des tableaux d'objectifs, qui les remplissent régulièrement, qui prennent des notes de leurs analyses, qui vont voilà, faire beaucoup de choses par écrit et prendre beaucoup de recul sur leur pratique en elles-mêmes, qui ont parfois des fois dans leur semaine autant de temps d'analyse que de temps de jeu. Donc voilà. Donc c'est un peu ces deux joueurs que vous allez pouvoir imaginer un peu dans ce qu'on va voir. Donc premièrement, je vais vous un peu rappeler, je sais qu'il y a sûrement des gens plus spécialisés que moi sur la carrière d'un sportif, mais j'ai essayé de sortir les grands ensembles de la trajectoire d'un individu qui va du coup de l'école de sport à la pré-professionnalisation, vu que j'ai des joueurs qui ne sont pas encore professionnels. Donc le sportif va entrer, comme dit Julien Bertrand, les joueurs qui sont en centre de formation ont quasiment tous commencé le foot à 4-5 ans. Donc il y a une entrée très précoce dans la pratique qui, du coup, au cercle familial, forcément, est accompagné. Un parent va du coup mettre l'enfant dans la pratique sportive, dans un club, etc. Ensuite, du coup, ces sportifs vont continuer en club, parfois aussi à l'école, et toujours accompagnés par les parents qui continuent à payer les licences de sport, les emmener au sport, faire les déplacements lorsqu'ils peuvent pour les équipes et tout. Et on a le début, par exemple, pour le foot, des premières sélections. Donc c'est là où on a les futurs joueurs de haut niveau qui peuvent déjà commencer à se démarquer en termes de performance. Les équipes de district, les équipes départementales, etc. Et chaque année, on monte de niveau et de taille géographique d'équipe, jusqu'à l'équipe de France Espoir, notamment. Et ces joueurs-là, du coup, vont finir en centre. Les meilleurs joueurs, du coup, ceux qui vont pouvoir espérer se professionnaliser, vont entrer dans les centres de formation des pôles espoirs, qui vont du coup leur permettre d'avoir un emploi du temps aménagé pour allier école et sport. Et pour certains, même, vont toucher des premiers salaires pour pouvoir... c'est des logiques économiques et pour garder ses joueurs, mais aussi, du coup, pas avoir de problèmes financiers pour pouvoir s'investir à fond dans ces pratiques, notamment aussi pour les parents. Si on rentre un peu plus en détail, là on parle beaucoup de ce qui se passe autour des joueurs, mais si on parle aussi de ce qui se passe pour ces joueurs-là, on voit que du coup, socialement, ça crée des petits agrégats de joueurs qui sont en centre de formation, qui vivent la même chose socialement, qui créent une sorte d'entre-soi, et dans la carrière d'un sportif, va aider à l'identification en tant que sportif de haut niveau ou futur sportif professionnel. Et donc, tout au long de ce parcours, on voit, il y a l'école de sport, le club, les centres de formation, il y a des organismes qui font partie d'une sorte de grande institution, comme au foot, on pourrait à la grande fédération de football qui chapeaute tout ça,
Et dès l'école de sport, du coup, on est à la Fédé et on continue. La Fédé a un peu amené tout ça. Et l'apprentissage du football, du coup, ou du sport est formalisé, dispensé par des coachs éducateurs diplômés. Donc diplômé, ça veut dire qu'on a un savoir qui a été institutionnalisé et globalisé pour la pratique et emmener du coup ces jeunes, ces apprentis sportifs à la performance. Donc maintenant, mes résultats de master m'ont permis et de mémoire m'ont permis de tracer finalement, comme j'ai posé la question, que oui, il y a une carrière individuelle du sportif tout au long de la vie des individus. Donc on ne va pas parler d'une carrière d'e-sportif tout de suite. Tout d'abord, les enfants vont rentrer dans une carrière de joueur de jeux vidéo. D'accord? On ne rentre pas à 4 ans à se mettre à cliquer comme un fou sur League of Legends et à claim le serveur. Ça ne marche pas comme ça. Donc, mais ce qui est ressorti, c'est que les joueurs les plus performants, les joueurs tryhard qu'on a vus dans le tableau précédent, avaient tous commencé en proportion beaucoup plus tôt que les autres à jouer aux jeux vidéo. Et une inscription des jeux vidéo du coup comme normal dans leur quotidien, pour reprendre les termes de la sociologue Fanny Renard sur les activités culturelles des individus, se font parce que dans la famille, elles sont acceptées et vues comme normales à première vue. Et donc l'individu peut s'investir dedans. Donc ces jeunes, ces joueurs, dès l'entrée en maternelle, ont commencé à toucher à des jeux vidéo. Mais voilà, donc pas besoin cette fois-ci de les inscrire en club. La famille a juste permis d'avoir accès à des jeux vidéo. Et ensuite, on a une pratique qui s'intensifie dans les sociabilités juvéniles, donc surtout au collège, où du coup, notamment chez les garçons, la question du genre dans les jeux vidéo, bien sûr, a beaucoup de travaux, et je vous inviterai à les lire pour tout ce qui est différenciation de carrière de jeunes filles en jeux vidéo ou de jeunes garçons. Et du coup, les garçons vont se mettre à parler de jeux vidéo, jouer aux jeux vidéo ensemble. Et ce qui ressortait plus dans mon quali, donc dans mes entretiens, c'est que les joueurs les tournés vers la performance vont être assez moteurs de créer une pratique compétitive avec leurs amis. Donc ils vont dire, tiens, on va monter une équipe, ils vont jouer avec leurs potes et tout. Voilà. Donc au début, ils jouent comme ça. Et l'étape suivante pour ces futurs joueurs performants de League of Legends, c'est ils vont finir en fait par avoir trop d'intérêt pour la performance par rapport à leur groupe d'amis. Et ils vont prolonger du coup leur pratique au sein de sociabilité numérique. Donc sociabilité numérique qui vient venir un peu en confrontation avec les sociabilités prolongées. Donc sociabilité prolongée, c'est-à-dire avoir des activités culturelles avec des amis et de la famille qui en fait sont devenus un support pour continuer un peu cette sociabilité. Et sociabilité numérique, c'est un peu l'inverse. C'est des sociabilités qui sont créées par un intérêt commun autour d'une pratique culturelle. Donc ici, les joueurs vont avoir un intérêt commun à se rassembler des inconnus pour jouer à League of Legends avec un niveau de classement souvent commun, en disant bah moi je suis platine, mes potes sont silver, j'ai un peu la flemme de jouer avec eux parce qu'ils sont pas assez bons, donc je vais aller jouer avec d'autres platines, ou d'autres diamants, ou d'autres masters. Mais à ce moment-là, ils sont encore pas trop hauts, normalement dans le classement, sauf certaines étoiles, quoi. Donc, et pour comparer un peu au sport, on a quand même si on voit que du coup la famille est plus ou moins effacée de tout ce parcours, il n'y a pas d'ancrage familial dans la pratique des jeux vidéo. Moi, dans mes entretiens, les meilleurs joueurs, les parents, la seule chose qu'ils acceptent et qu'ils savent et accompagnent la pratique du jeu vidéo, au-delà du fait qu'ils ont un ordinateur dans leur chambre, c'est qu'ils acceptent que 2-3 week-ends par trimestre, ils loupent leur pas du samedi et du dimanche parce que les joueurs d'Open Tour, ils sont en tournoi, quoi. Mais sinon, ça va pas plus loin que ça. Donc, mais par contre, du coup, les équipes et les structures dans lesquelles les joueurs jouent se développent un peu comme des communautés de pratique, hein, qui est une notion développée par Wenger, qui est en fait une communauté de pratique, c'est des gens qui se retrouvent autour d'une pratique, qui vont venir se échanger, se partager les connaissances pour bien pratiquer. Et en fait, au fur et à mesure, dans ces communautés, à force d'échanges, il se développe des normes de pratique. Et la pratique devient très normée et normale autour de cette norme. Et du coup, les équipes et ces structures, pour ces joueurs, en fait, viennent poser la performance et l'apprentissage et la recherche de performance comme norme normale de jouer à League of Legends. Yann explique dans son entretien qu'il ne joue pas jamais avec sa sœur
qui joue à League of Legends beaucoup pourtant, parce qu'elle, elle joue pour le fun, et lui, bah, ça fait pas marrer de jouer pour le fun, il rigole quand il gagne, quoi. Mais en même temps, Yann, il a 600 LP sur League of Legends. Et il a 19 ans, et il espère bien plus. Et ce qui fait la grande différence du coup entre les deux, c'est qu'il y a une autonomie dans la recherche d'apprentissage et de performance. Il n'y a pas d'éducateur qui, à 4 ans, leur a dit viens, on va s'entraîner à faire des passes, tu te mets en face de ton collègue et tu fais des passes. Eux, non. Ils ont dû aller chercher eux-mêmes ce rapport distanciel à la pratique et mettre en place des outils afin de chercher à mieux performer. Et là, ça revient à ce qu'on a pu avoir tout à l'heure. Est-ce qu'ils y arrivent? Est-ce que ça marche? C'est une chose. En tout cas, les joueurs qui ont ces envies-là semblent statistiquement plus facilement se détacher vers la performance au sein du jeu. Donc pour conclure, donc il y a bien je dirais que j'appuie donc qu'il y a une existence d'une carrière de joueur compétitif de jeux vidéo au sens sociologique, dans le sens de, comme on a dit tout à l'heure, une pratique de jeux vidéo vue comme normale et précoce durant l'enfance, une première pratique e-sportive entre amis pour le fun, puis un prolongement de la pratique pour la performance avec des inconnus. Et tout au long de ces processus, il y a une mise en place individuelle et un cadrage de l'apprentissage comme pratique normale de League of Legends dans le cas. Donc pour revenir un peu à la question du colloque, donc quels sont les liens du coup finalement avec la carrière de sportif? Ben, je pense que ce qui moi m'a semblé assez évident, c'est l'absence totale finalement d'une institution englobante pour la formation des futurs grands e-sportifs. Donc il n'y a pas quelqu'un qui accompagne les joueurs à cadrer leur pratique et à développer leur apprentissage. Et finalement, en fait, on a des e-sportifs qui, tout le long de leur carrière, se sont trouvés un peu tout seuls face à leur performance. Parfois accompagnés par des copains qui voient un peu la même chose dans le jeu. Ensuite, ils vont attraper des équipes et ils ne sont pas toujours complètement le moteur, mais en tout cas, toute étape est amenée par eux-mêmes. Il n'y a pas un coach qui les emmène petit à petit à suivre un chemin bien précis. Et donc, voilà. Et c'est là que je trouve que c'est ces deux facteurs qui vont venir beaucoup différencier la manière d'apprendre et à développer une pratique sportive au sein d'un club, d'une fédération, et du coup à développer sa pratique e-sportive au sein de sa chambre. Et pour reprendre l'exemple que tout le monde reprend, au sein de sa chambre et en caleçon devant son ordinateur. Donc voilà, bon, je vous laisse avec la bibliographie que vous avez en noir ce que j'ai cité et tout ce qui m'a aidé à développer mon propos.